Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Avec Céline Alonso, nous célébrons aujourd'hui André Malraux, aventurier, amateur d'art, homme politique, ministre de la Culture et écrivain, avec une vente d'objets très spéciaux et de très beaux objets d'art qui va avoir lieu le 19 juin. Mais auparavant, nous recevons aussi une personnalité, le fondateur d'un des plus beaux cirques que nous avons ici, le cirque Romanès, un cirque qui est en danger. Et pourquoi ? Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Et oui, Django Reinhardt, qui est donc l'un des plus célèbres guitaristes du XXe siècle. On vient d'écouter Nuages. Et oui, Nuages, le roi du jazz manouche, André Berkoff. Eh bien, 66 ans après sa mort, il est toujours une figure emblématique de la communauté tzigane, une communauté qui est depuis plusieurs mois en proie à des difficultés dans certaines villes de France. Du moins, c'est ce que déplore donc Alexandre Romanès, qui est donc le fondateur du dernier cirque tzigane au monde. Alors, Alexandre Romanès, expliquez-nous ce qui se passe. Moi, j'ai déjà vu, et on est des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, avoir vu le cirque et votre spectacle. Vous êtes installé à Paris depuis 1994, c'est bien ça ? On est à Paris que les hivers. Que les hivers. Oui, on est comme les oiseaux, on tourne. Ouais. Oui. Et normal. Vive les migrateurs et vive les oiseaux migrateurs. Voilà. Et alors, chaque été, comme je dis, vous partez en région. En tournée. Et voilà, en tournée. Et puis vous êtes accueillis un peu partout. Et cette année, apparemment, avec certaines villes, vous avez eu, c'est le moins que l'on puisse dire, des problèmes ou des refus. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, en fait, c'est assez nouveau. Hein. On demande aux municipalités d'accueillir le cirque Romanès. Il faut bien savoir qu'on a un tout petit chapiteau. Le chapiteau mesure 18 mètres. Nous n'avons pas d'animaux. Nous avons un camion. Oui, il faut dire ce que le cirque pour les gens qui ne connaissent pas, effectivement. Un camion et 8 petites caravanes. D'accord. Les grands cirques, aujourd'hui, il y en a qui ont jusqu'à 50 semi-remorques. Chapiteau de 80 mètres, des animaux. Et nous, on nous dit, vous ne correspondez pas. Mais on ne nous dit pas à quoi on ne correspond pas. Alors, Alexandre Romanès, d'abord, dites-nous ce qu'il y a dans votre cirque. Pour les gens qui ne connaissent pas, il y en a qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on trouve quand on va au cirque Romanesque ? Qu'est-ce qu'on voit ? Quel est le cœur, le corps du spectacle ? D'abord, la presse et le public disent qu'on serait le cirque le plus poétique. Alors, notre musique, la musique de cirque, on a trouvé que c'était pas terrible. Donc, on a un orchestre tzigane avec des violons. Il y a mes 5 filles et mes 3 nièces, ça fait quand même 8 filles qui dansent, les plus jolies danses tziganes. On fait des numéros que ne font pas les cirques, qui sont un peu différents. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu plus que le public du cirque. Ouais. On a aussi le public du théâtre et de la musique classique. C'est ça. Et en fait, les villes ne vous reçoivent pas cet été et vous disent précisément, vous ne faites pas partie du cirque traditionnel, alors que l'été dernier, vous n'avez pas rencontré ce type de problème. Non, alors d'abord, il se prononce un peu trop rapidement. Personne n'a réussi à nous classer. Et puis, voilà, des villes nous disent, si, vous êtes ça. Ça, c'est nouveau. Vous êtes ça veut dire vous êtes telle catégorie, telle étiquette. On nous met, par exemple, à Rouen, on nous a dit vous ne pouvez pas venir à Rouen parce que vous êtes un nouveau cirque et le nouveau cirque ne va qu'à Elbeuf. Mais je dis mais comment vous faites pour nous classer puisque personne n'a réussi à nous classer. Après Strasbourg, ça fait des mois qu'on est en discussion avec eux et finalement ils nous disent on ne comprend pas et on tourne en rond. Et on nous dit, non, vous ne pouvez pas venir. En fait, c'est quoi, selon vous ? C'est votre identité culturelle qui dérange, l'appellation tzigane qui porte problème en ce moment ? Il faut dire aussi que le cirque, actuellement, n'a pas le vent dans la voile. Ça, c'est vrai. Bon. À cause des animaux, surtout, en fait. C'est l'histoire des animaux. Alors déjà, tout ça, la communication est très mal faite.
il y a des pays où les animaux en captivité sont interdits dans les cirques, mais pas les animaux de compagnie. Oui, Bon. bien sûr. Bon, déjà, on mélange tout. Quand en ce moment, il y a des affiches dans le métro, n'allez pas dans les cirques qui ont des animaux. Des animaux sauvages, en général. Oui, ils disent pas sauvages, ils disent Des animaux. sauvages, oui, des animaux. Ouais. Mais on ne sait pas de quoi on parle, là. Parce que moi, dans le cirque de mon père, que je ne cite jamais, mais qui est un grand cirque, j'ai été dompteur. Et je peux vous dire qu'il y a des animaux qui ne... Alors, bien sûr, évidemment que les animaux sont mieux dans la jungle. On peut pas dire le contraire. Mais en supprimant les animaux dans les cirques et dans les zoos, qui peut nous garantir que dans 20 ou 30 ans, en Afrique, il y a encore des animaux? C'est l'éternelle question par rapport à qui la peut chasse, nous le garantir? par rapport à tout ça. Non, mais c'est un vrai problème. Voilà. Oui, mais à ce moment-là, juste, on va pas rentrer, Alexandre Manès, dans cette discussion. On pourrait dire qu'à ce moment-là, pour le moins, il faudrait de gigantesques parcs où ils puissent franchement s'ébattre en liberté et pas dans des cages. Franchement, enfin, bon. Mais je voudrais revenir au cirque romanesque. La ville de Strasbourg, juste Céline Alonso en parlait, il dit, mais attendez, nous, on n'a rien dit, on n'a pas encore examiné, ce sera le projet, etc. Oui, parce que, mais là, on prend les gens pour des imbéciles. Maintenant, il y a une nouvelle loi, il faut répondre à un appel d'offres. Donc, quand les garçons de café de Strasbourg feront une course dans le centre de Strasbourg, je dis, j'ai rien contre eux. Ouais. Eh ben, on nous dira, vous pouvez pas venir cette semaine-là, puisque les garçons de café font leur... Oui, en fait, ce qui se passe, il faut rappeler que depuis 2 ans, en fait, les forains notamment contestent une ordonnance qui date d'avril 2017, André Berkoff, qui dérive donc d'une directive européenne et qui oblige effectivement les communes à lancer des appels d'offres pour leurs installations. Et c'est bien le problème que rencontre votre communauté actuellement aussi. Mais alors, les cirques sont dans la même tourmente. Au XVIIe siècle, il y a eu une loi. Non, une ville qui avait une école de musique et il cherchait un patron, un directeur pour diriger l'école. Ouais. Il visait ce que eux appelaient à l'époque le plus grand musicien en Allemagne. Alors ils étaient 2 à se présenter pour le poste, le soi-disant plus grand musicien et Jean-Sébastien Bach, qui avait un petit nom, mais qui n'était pas considéré comme le plus grand. À l'époque, oui. Et le plus grand a dit, mais moi, votre proposition ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Et alors l'équipe municipale a fait un compte-rendu en disant, puisque nous ne pouvons pas avoir le grand musicien, nous nous contenterons de monsieur Jean-Sébastien Bach. Et moi, je pose la question dans ces équipes municipales qui vont décider si vous êtes gentil ou pas gentil, est-ce qu'il y a des gens comme Ingmar Bergman, Charlie Chaplin ou Ariane Nouchkine? Est-ce que dans leur équipe, ils ont ces gens-là? Ouais. Non, c'est vrai. Non, mais le problème, Céline, cet appel d'offres, il vaut pour tous les spectacles, je veux dire, pas seulement les cirques, parce que c'est encore une fois une directive européenne. Non, mais moi, ce qui m'hallucine dans ces histoires, c'est qu'encore une fois, nous sommes sous le joug de l'Europe. Depuis quand la France n'a pas le droit de faire ses propres lois en matière de spectacles, de forains ou autres qui sont dans ces villes? C'est donc une directive européenne, c'est ça? Exactement. C'est quand même fou, quoi. Je trouve ça hallucinant. Mais alors, dites-moi, quel prétexte ils vous donnent, alors? C'est quoi? Vous n'êtes pas dans les normes, vous n'êtes pas dans ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est, l'idée? J'aimerais citer, parce que votre femme, Delia Romanès, a donné une interview récemment à l'AFP, qui a été relayée par, effectivement, de nombreux journaux, où elle a dit exactement cette phrase: on ne veut plus de nous à cause de notre identité culturelle. Et c'est bien, effectivement, d'en parler ce matin, ce midi, sur Sud Radio. Vous, quel est votre point de vue, Alexandre? Eh bien, avec le temps, bien sûr, on s'est quand même aperçu qu'il y a des gens qui, nous les tziganes, ils nous surestiment. Et puis, il y a aussi les gens qui nous sous-estiment. Il suffit que dans une équipe municipale, il y ait 1 ou 2 personnes sympathisant d'un parti que je ne nommerai pas, et qui est détestable, eh bien, ça suffit pour nous bloquer. Voilà. Oui. Et alors, si vous voulez, l'appellation de tzigane, c'est un filtre. Mais c'est un filtre qui joue dans les 2 sens. C'est-à-dire que les gens, le public qui vient au cirque romanesque, il y a marqué tzigane, on a donc des gens un peu... on n'a que des gens bienveillants. Et puis les gens malveillants ne viennent pas.
Vous voyez, ça joue dans les deux sens. Oui, mais comment vous expliquez que d'un autre côté, il y a l'engouement formidable en ce moment pour le jazz manouche et les guitaristes, et quelqu'un qui n'est pas de Zigane du tout, comme Thomas Dutronc, le fils de Jacques Dutronc, mais beaucoup d'autres, on voit un peu partout, au marché de Saint-Ouen, un peu partout, et les gens raffolent de cela. En tout cas, beaucoup de gens raffolent de cela. Donc, il y a quand même beaucoup de gens pour qui l'étiquette Zigane est loin d'être une mauvaise étiquette, au contraire. Si je vous disais tout ce que vous faites, vous, les sédentaires, et qui vient de nous, vous n'allez pas en revenir. Mais ça, non mais... La liste est énorme. Et vous ne savez pas que ça vient de nous. Oui, non, ça c'est vrai, c'est tout le problème entre les sédentaires et les nomades. Mais les sédentaires aiment bien les nomades aussi. Je voudrais dire justement un tout petit mot. Notre culture ne peut pas vivre dans la sédentarisation. Et alors, quand on est entré en Europe par la Grèce, on s'appelait les Tziganes. Toutes ces appellations, manouche, bohémien, gitan, romanichel, tout est faux. Il n'y a... Et maintenant, on est les Roms. Ouais, non, on n'est rien du tout. On est des Tziganes. D'accord. Voilà. Alors effectivement, vous voulez tordre le cou à l'appellation Rome. Et je voulais on va revenir sur cet événement qui s'est déroulé effectivement en mars dernier en Seine-Saint-Denis. Effectivement, ces rumeurs de rap d'enfants qui ont été effectivement... qui sont révélées des rumeurs. Exactement. Et sur lesquelles, ça vous a porté préjudice à votre communauté aussi, j'imagine. Oui, alors c'est une affaire qui part au 19e siècle et qui est essentiellement française. Vous parlez de la légende. Je parle de la légende. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont pas des filles d'ouvriers ni d'aristocrates, c'est dans la bourgeoisie. Il y a une fille de 14-15 ans qui se retrouve enceinte. La fille, c'est le diable. Voilà, c'est la mentalité de l'époque. Oui. Alors, l'enfant est placé, on ne sait pas trop où, et la jeune fille est envoyée, c'est le bannissement, elle se retrouve à la campagne, à donner à manger aux cochons. On peut imaginer qu'elle est peut-être maltraitée. C'est le moins que parce que, c'est clair. je pense. Et puis, au bout du village, il y a le campement de Zigane. Et là, avec un garçon de son âge, ils se croisent. Et quand le campement s'en va, elle se sauve avec eux. Toutes les gravures, toutes les peintures nous montrent une fille de 15 ans qui est enlevée par ce qu'ils appellent les gitans. Il n'y a jamais une petite fille, il n'y a jamais un garçon. Et cette affaire a été régularisée par le gouvernement de Philippe Pétain. Attention, je ne défends pas Philippe Pétain. Je suis de Zigane quand même. Mais ça a été régularisé, c'est-à-dire, voilà. Et la jeune fille était remise dans sa famille. C'est toute la somme des clichés qu'il peut y avoir. Voilà. Et franchement, les clichés, vous savez, il y a eu des chansons magnifiques, Mon pote le gitan, il y a tout ce qui se passe. Les clichés ne doivent jamais, jamais, jamais masquer la vérité. Et le talent, et le talent des nomades et de tous ceux qui font, effectivement, comme le Cirque Romanesque, le spectacle. Oui, en tout cas, pour l'instant, vous restez donc à Porte-Maillot à Paris. Et ce soir, à 20h30, eh bien, l'un des plus grands danseurs de flamenco au monde va se produire dans votre cirque, Alexandre. C'est un danseur et une danseuse, avec un très bel orchestre de flamenco. Ces deux-là sont absolument exceptionnels. Ils font partie des 8 ou 10 plus grands danseurs de flamenco au monde. Extraordinaire. Ben écoutez, on va aller voir ce spectacle. Et vous aussi, si vous êtes parisien ce soir, eh bien, ne le ratez pas. Et vous pouvez dès à présent donc réserver vos places en ligne sur billetsreduc.com ou fnac.com. Voilà, sinon sur la page Facebook du Cirque Romanesque. Et ils peuvent se restaurer au cirque s'ils viennent 1 heure avant. Et oui, avec de bonnes grillades, paraît-il. Voilà. Alexandre Romanesque, je rappelle que vous avez publié donc Les Corbeaux sont les gitans du ciel chez l'Archipel et Le Luth Noir aux éditions Lettres Vives. Des livres à la fois poétiques et méditatif. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour parler d'une grande figure du XXe siècle, André Malraux, le 19 juin prochain. Eh bien, Arcurial organise une très grande vente aux enchères d'objets d'art ayant appartenu donc à l'écrivain. Alors restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Et oui, Charles de Gaulle qui parle de culture, Chris Isaak, la musique. Et nous allons recevoir quelqu'un qui était pour Charles de Gaulle l'homme de confiance, le bras droit, le représentant de la culture avec Céline Alonso. On va recevoir André Malraux.
évidemment, pas lui, mais nous allons l'évoquer. Nous allons l'évoquer à l'occasion d'une extraordinaire vie qu'il a eue, de ses œuvres et de ce qui va être bientôt une des manifestations les plus importantes de l'héritage d'André Malraux, Céline. Et oui, André Malraux, qui a été donc ministre de la Culture de Gaulle. Et cette année, eh bien, on fête les 60 ans de ce ministère, André Berkoff. Et donc, la dernière collection d'objets d'art d'André Malraux va être vendue aux enchères, effectivement. Ce sera le 19 juin prochain chez Arcurial à Paris. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Aubert, qui est donc le commissaire-priseur de cette vente, André. Et oui, bonjour Stéphane Aubert. Bonjour. Donc, dans de vous recevoir, on va parler de tout cela. Et auparavant, évidemment, ensemble, nous allons parler de Malraux. Parce que on se dit, tout le monde connaît Malraux. Non, tout le monde ne connaît pas Malraux. Malraux est un des plus grands, il faut le dire, génies du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a tout fait. Ça a été quelqu'un qui a été à la fois aventurier, guerrier, résistant, écrivain, et qui a été un très grand connaisseur d'art, et qui a participé à toutes les aventures, en tout cas à la majorité des aventures du XXe siècle, et qui les a aussi décryptées, traduites, et dans un style éblouissant, le style que l'on connaît. Et oui, et on a beaucoup parlé effectivement on disait, enfin du moins André Gide disait effectivement que Malraux était surtout et avant tout un aventurier, et ce pourquoi en octobre 23, Malraux a 21 ans, André Berkoff, c'est un jeune écrivain sans le sou, il est ruiné par une mauvaise opération boursière. Alors pour se refaire donc une santé financière, lui vient une très drôle idée, plus ou moins incroyable, aller au Cambodge et piller les statues d'un temple khmer à Angkor, André. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les pauvres bougres qui vont essayer de piller vont rue de la Paix, essayer de piller des bijouteries. Lui, au moins, il a déjà un sens aigu de ce que c'est que l'art et que de l'histoire. Et lui, il ne va pas rue de la Paix ou il ne va pas dans une quelconque bijouterie ou autre, comme un crétin de même acabit. Lui, il va au Cambodge et il va effectivement dans ce temple. Stéphane Aubert, il avait déjà le sens de l'art à l'époque. André Malraux a toujours eu l'art cheville au corps. D'ailleurs, il disait qu'il était, il était en religion un peu comme en art. L'art était sa religion. Effectivement, il y a cet épisode un peu rocambolesque, on doit le dire, de ce voyage au Cambodge. Il faut imaginer qu'autrefois, un voyage aussi lointain, ça se faisait pas comme ça du jour au lendemain. Non, ça prenait quelques mois, voilà. Etc. Oui. Il part avec son épouse Clara, sa première épouse Clara Malraux, et ils vont justement au Cambodge. Et leur idée, effectivement, est de ramener certaines pièces de ce temple disparu. Oui, des bas-reliefs de ce temple. Puisque aujourd'hui, quand vous visitez le Cambodge, je dirais que les temples, vous pouvez les voir. Ils ont été... toute la végétation a été débroussaillée. Les temples, bien sûr. Mais à l'époque, il fallait emmener des guides et se frayer un chemin dans la jungle pour arriver jusqu'à ce fameux temple. Et ils vont mettre plusieurs jours, ils vont pas le trouver tout de suite du premier coup, et in fine, ils arrivent dans ce temple complètement recouvert de végétation, et ils vont mettre plusieurs jours également à détacher certaines pièces. Alors, c'est pas la totalité du temple, c'est quelques pièces. Alors, bien sûr, bien sûr. Ils diront après coup qu'ils l'ont d'une certaine manière sauvé. Ça a été un peu la défense. Mais si vous voulez, ça a été une expédition un peu rocambolesque. Et ils vont se faire prendre. Et qui a mal tourné, Céline. Et oui, il a été condamné effectivement à 3 ans de prison. Mais grâce à la mobilisation des intellectuels à Paris, André Berkoff, que ce soit Gide, Mauriac, Breton, Aragon et même Gallimard, et bien grâce à cela, sa peine va être amenée à 1 an de prison. Et Clara, je crois, sa femme, va bénéficier à l'époque d'un non-lieu. Oui, et puis surtout, ça lui a valu, et là on vient, vous disiez d'ailleurs très très justement, Stéphane Aubert, que lui, l'art c'est une religion. D'ailleurs, il a dit, l'art c'est le seul moyen de vaincre la mort. Lui qui était athée, complètement, qui était non-croyant, il disait l'art, et justement, il a de cela, et c'est là où l'écrivain apparaît très vite, il écrit
La Voie Royale, Et le oui. roman pour lequel il a reçu le prix Interallié En 1930, c'est ça. exactement. Et 3 ans plus tard, il va remporter le prix Goncourt, André Berkoff, avec La Condition humaine. C'est un roman donc d'aventure engagée qui s'inspire effectivement des soubresauts révolutionnaires de la Chine. Oui, alors c'est Ouais. très intéressant parce qu'à l'époque, Malraux est de gauche, Malraux est très engagé. À l'époque, c'est pas encore Mao Tse-tung, bien sûr, c'est pas encore La Longue Marche, c'est Sun Yat-sen et les autres. Et il écrit ce roman que moi j'ai lu à 14 ans, que des millions de gens ont lu, évidemment, La Condition humaine, qui est une des œuvres majeures de Malraux sur la Révolution. Et je suis sûr que beaucoup de gens sont entrés à la Révolution, en tout cas en sympathie, à cause de La Condition humaine, Stéphane Aubert. Vous ne croyez pas qu'il y a eu des millions d'adolescents, en tout cas des milliers, qui se sont engagés là-dedans? Certainement, ça a été, il y a eu beaucoup de retentissement et surtout pour les intellectuels de l'époque, Malraux fait figure, je dirais, de phare. Ça sera le cas également durant la Résistance, quand il va se proclamer également chef de la résistance dans le Sud-Ouest, ou quand il va essayer de fédérer les différents mouvements de résistants. Le côté intellectuel d'André Malraux et son engagement également aux côtés des Républicains en Espagne donneront une légitimité aux résistants qu'il a été. Absolument. Et oui. Parce qu'il faut rappeler justement Oui, il la faut guerre rappeler d'Espagne, effectivement la guerre d'Espagne. Effectivement, il a été acteur et témoin donc des guerres d'Asie, mais aussi donc de la guerre d'Espagne, au cours de laquelle donc il s'est engagé auprès des Républicains. Effectivement, vous l'avez dit, Stéphane, et il a combattu effectivement les troupes franquistes. C'était de 36 et en 37. 36, 37, Ouais. absolument. C'est là où il a assisté effectivement à un certain nombre de choses. Par exemple, les anarchistes espagnols écrasés par les staliniens. Il faut rappeler que la résistance espagnole, c'était pas évident. Et puis il a pris des risques. Il a fait de l'aviation. Il s'est battu. Il a pris des risques puisque les avions ont été écoulés par la DCA. Et il a écrit aussi ce très grand roman, vous voyez, sur les guerres d'Asie, La Voie Royale, La Condition humaine, Ouais. sur la guerre d'Espagne, L'Espoir. L'espoir en 37. Qu'il a effectivement. adapté pour le cinéma et qui est devenu le prix Louis Deluc en 45. C'était quand même aussi une saga extraordinaire. Et oui, complètement. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que Malraux n'est pas l'écrivain d'un sauteur d'ivoire, jamais il n'a été ça. Dès le début, ça a été quelqu'un qui participe, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui vit les choses et qui prend les risques et qui joue sa peau. C'est Et important oui. parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il qui a, ont joué même, leur peau. il a même risqué sa peau, il a failli y passer. Ses frères ont survécu parce que ses frères étaient aussi dans la résistance, mais lui a échappé de peu à la mort, je crois. Alors, il y a un épisode durant la guerre, en 1944, il est pris à un moment donné par les Allemands. Mhm. Et il va frôler la mort, puisque normalement son sort était scellé, il devait être fusillé, et une erreur administrative lui permettra de sortir de prison. Et C'est pas l'écrivain qu'ils ont épargné, les Allemands. non, C'est pas ça, là. il savait pas forcément Qui était Malraux. qui ouais. ils avaient en face d'eux. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui l'a certainement sauvé, car c'était une prise considérable pour eux. Bien sûr. Et Malraux a toujours cru à sa bonne étoile, en quelque sorte. Il a toujours cru à sa Ouais, bonne c'est ça, étoile. ouais. C'est incroyable. Et pourtant, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de morts autour de lui. Ses deux frères ne survivront pas à la guerre. L'un sera déporté. Mais lui a une bonne étoile. Il a une étoile et il va la suivre c'est tout au long de ses années. Absolument. Et Malraux dira, effectivement, pendant toute la résistance, il dira « J'ai épousé la France ». Oui, C'est bien sûr. sublime. Et c'est là qu'il rejoint quelqu'un d'autre qui a épousé la France, effectivement, pour le meilleur et pour le pire. C'est évidemment Charles de Gaulle, général de Gaulle, Et qu'il oui. rejoint d'ailleurs. Après la guerre. Après la guerre, Il dès devient 45. Exactement, il devient donc très très proche du général, ce qui va déplaire à l'époque, Stéphane, à beaucoup d'intellectuels, notamment à Picasso, son ami. Alors, pas seulement Ouais. Picasso. Plein d'artistes aussi, ouais. Les Ouais. intellectuels, on va dire, de Saint-Germain, des Prés, à Paris, qu'il côtoyait avant la guerre, vont effectivement lui en vouloir de se rallier après la guerre à celui qu'il considère et pour lequel il a une immense admiration, le général de Gaulle. Eh oui. Malraux donc se rapproche, épouse la France d'une certaine manière et épouse aussi les idées du général de Gaulle. Il va l'aider et beaucoup d'intellectuels du camp, de son ancien camp, on va dire, vont lui en vouloir pour ça. Eh oui. C'est sûr. Et Et même- lui, ça ne l'a et- pas et- empêché de célébrer la résistance, Céline.
Oui, et de célébrer de manière magistrale la résistance. Oui, effectivement, il faut préciser qu'en 59, De Gaulle, qui est revenu au pouvoir, donc nomme Malraux ministre d'État chargé des affaires culturelles. À ce titre, il va prononcer plusieurs discours qui sont restés célèbres, notamment celui en hommage à Jean Moulin. C'était à l'occasion du transfert de ses cendres au Panthéon le 19 décembre 1964. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses. Extraordinaire Malraux, et on l'a tous en mémoire, ces images, c'était battu par le vent, c'était l'hiver, De Gaulle était là, et Malraux en train de réciter. Je dois dire, moi, que ce discours qui m'arrache des larmes, enfin, qui est extrêmement émouvant. Et puis, voilà, la grande épopée, Malraux est là. C'est le Malraux de l'épopée. On en a la chair de poule, d'ailleurs, quand on le réécoute, ce discours. Et savoir ce que pensait De Gaulle de Malraux, on a retrouvé quelques témoignages, pas beaucoup, mais on en a mis un, notamment dans le catalogue. Oui. De Gaulle qui parle de Malraux, et il parlait au sujet d'un discours qu'il avait pu avoir. Il disait que c'était un défilé d'orateurs, et puis il y eut Malraux. Et Malraux, c'était un aigle. C'est pour vous dire combien De Gaulle aussi admirait Malraux et considérait que ses discours étaient d'une puissance et d'une force. Et d'ailleurs, il a dit dans ses mémoires, De Gaulle, j'ai le bonheur ou l'honneur, je ne sais plus, d'avoir à côté de moi André Malraux, ce qui me dit qu'on sera toujours à un certain niveau. Enfin, je le traduis mal, mais c'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y avait une connivence entre les deux, une amitié et un respect. Et ils avaient trouvé chacun leur ego. Absolument. Oui. En tout cas, il faut préciser et rappeler surtout que Malraux est resté pendant 10 ans au ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on lui doit aujourd'hui, Stéphane? Quelles ont été ses plus belles et ses plus grandes réalisations? Alors, ce qu'il faut dire, déjà, c'est que le ministère de la Culture a été créé pour André Malraux. Il n'y avait pas de Gaulle. Oui. Avant, il n'y avait pas eu de ministère de la Culture. C'est pour Malraux, il a été créé sur mesure pour Malraux. Et grâce à Malraux, on a eu une multitude d'actions. Hein. C'était un être très dynamique et avec toujours beaucoup d'idées. Il a notamment créé les maisons de la culture, un peu partout en région. C'est lui qui a fait rentrer Braque au Louvre. Il lui a fait peindre le plafond des Étrusques, de la salle des Étrusques du Louvre, au Louvre. De même, Chagall à l'Opéra de Paris. Et puis le ravalement de Paris. Le ravalement de Paris. La rénovation de Paris, on lui doit, effectivement. Et on lui doit aussi une chose qu'on rappelle notamment dans le catalogue, c'est ce formidable musée Picasso, puisque c'est grâce à Malraux qu'à la suite du décès de Picasso, l'ensemble de ses œuvres vont rentrer avec cette loi sur les dations en paiement. Et c'est notamment une des lois que Malraux va faire passer. Et oui, et il va aussi promouvoir et aider le mécénat. Donc il y aura aussi cette fameuse loi Malraux sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine. On continue de parler de cette grande figure donc du XXe siècle qui était André Malraux dans un instant sur Sud Radio. Et on va tout vous dire sur la vente aux enchères des objets d'art ayant appartenu donc à l'écrivain. Une vente aux enchères qui aura lieu donc chez Arcurial à Paris le 19 juin. Alors à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui. Oui, la culture domine tout, et celui qui l'a admirablement incarné, notamment avec beaucoup d'autres bien sûr, c'est André Malraux. Effectivement, 60 ans de ministère de la Culture, parmi les chefs-d'œuvre de la littérature française, on ne va pas en citer, mais que ce soit L'espoir, la condition humaine, André Malraux, le contemporain
capitale. André Malraux, qui a été le ministre de la Culture de Gaulle, André Berkoff. Et aujourd'hui, eh bien, on fête les 60 ans du ministère de la Culture, qui a donc été créé par De Gaulle pour Malraux. Et donc, à cette occasion, eh bien, la Maison Arcurial organise le 19 juin prochain une vente aux enchères d'objets d'art ayant appartenu à l'écrivain. Et pour en parler, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Aubert, qui est le commissaire-priseur de cette vente. Alors Stéphane Aubert, quel type d'œuvre, quel type d'objet ou d'œuvre il y aura donc dans cette vente d'Arcurial? Alors, cette vente regroupe tous les objets, les meubles, les souvenirs que pouvait avoir André Malraux dans sa dernière demeure, qui a été Verrières-le-Buisson. Ah non, Verrières-le-Buisson, Verrières, c'est vrai. ouais. Puisque à la fin de sa vie, ses dernières compagnes ont été Louise de Villemorin, l'écrivain qu'on connaît, puis au décès de Louise de Villemorin, Sophie de Villemorin, qui est la nièce de Louise de Villemorin, qui va être la dernière compagne d'André Malraux. Et il restera dans ce château de Verrières-le-Buisson, au rez-de-chaussée, où il aménagera son bureau. Et ce que nous retrouvons dans le catalogue de cette vente, eh bien, ce sont tous les objets intimes, c'est pour ça qu'on l'a intitulé comme ça, qui ont entouré l'écrivain jusqu'à la fin de sa vie. Des œuvres, par exemple, haïtiennes, puisque c'est les tableaux qu'il a découverts lors du dernier voyage qu'il ait fait à Haïti. Il découvre des peintures haïtiennes. Il est complètement ébloui par ces tableaux qu'on n'a pas l'habitude d'ailleurs de voir en Europe et qu'il n'avait jamais vus. Et il va en ramener, et il va en acquérir certains. On va lui en faire quelquefois le cadeau. Et vous avez également des arts premiers, des objets africains. Vous avez également des œuvres indiennes et tout son mobilier, et notamment le bureau sur lequel il a écrit ses derniers ouvrages. Lesquels, par exemple ? Par exemple, la tête d'obsidienne, qui évoque si bien cette relation, on avec dit Picasso. quelquefois un peu manquée, Picasso, mais peut-être plus complexe que ça, avec Pablo Picasso. Il faut se rappeler que Malraux a connu Picasso bien avant la guerre. C'était pendant la guerre d'Espagne, je crois. Alors, à ce moment-là, il rencontre, André Malraux fait la connaissance de Max Jacob, qui lui-même tient toute la troupe, notamment avec Picasso. Il y a des liens comme ça avec Malraux. Ils se rencontrent, je crois, au travers de la revue Action. C'était dans les années 1920, c'est Ils se rencontrent très tôt. Et Malraux va même découvrir le tableau le plus fameux de Picasso, Guernica, dans son atelier. De la rue des Grands Augustins. Exactement. Il va découvrir ce tableau-là qui va le marquer, et il va raconter toute cette histoire justement dans La tête d'obsidienne, cet ouvrage qu'il aura écrit après la mort de Picasso. Combien de temps a-t-il vécu à Verrières-le-Buisson, à peu près? Une petite dizaine d'années. Une dizaine d'années, ce qui lui laisse le temps aussi de prendre ses marques dans ce château, dans cette demeure qu'il affectionnait tout particulièrement, et il était au calme, et il s'échappait de temps en temps pour venir à Paris pour ses déjeuners, notamment chez Lasserre, où André, effectivement, vous avez eu l'occasion. C'était son restaurant. C'est vrai. C'est là que je l'ai Vous avez déjeuné avec lui, c'est là que je me suis entretenu avec lui. Non, mais c'était extraordinaire. C'était un conteur extraordinaire. C'est-à-dire que en 2 mots, vous lui posiez une question et puis vous attendiez. Il répondait pendant 1 heure et c'était éblouissant parce qu'il partait dans des fresques formidables. Et c'était ça, cette espèce d'ampleur des connaissances, de la culture et non seulement de la culture, mais de l'agilité de Malraux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne pouvait que fasciner, y compris. Et dites-moi, quels objets y a-t-il? Enfin, donc il y a l'art haïtien, vous avez parlé de l'art haïtien. Oui, en fait, il y a beaucoup d'objets qui proviennent de tous ces multiples voyages, vous l'avez dit, en Haïti, en Papouasie aussi, en Asie, en Afrique. Il avait un goût prononcé pour les différentes cultures et les arts du monde entier, Malraux, c'est ça, Il a surtout écrit sur toutes ces civilisations. Ça a été une de ses occupations, on va dire, premières. Le musée imaginaire. Le musée imaginaire. Et il avait une formule qui est très belle, je trouve. C'est que les œuvres semblent nous choisir. Ce n'est pas nous qui choisissons les œuvres, c'est elles qui semblent nous choisir. Et je trouve cette formule très belle, et elle résume aussi un petit peu ce qu'on retrouve dans l'univers d'André Malraux. Ces œuvres qui l'ont d'une certaine manière choisies. Donc il y a les peintures, il y a des objets, et je crois qu'il y a une sculpture très particulière
Céline. Oui, effectivement, il y a une maquette. pièce emblématique de cette vente. Effectivement, on peut le dire, c'est la pièce emblématique en parallèle de son bureau, bien évidemment. C'est un bronze du monument en mémoire des résistants du plateau des Glières en Haute-Savoie que le sculpteur donc Émile Giglioli, je ne sais pas si on prononce comme ça, Giglioli, voilà, si, c'est ça. Giglioli, avait offert effectivement à Malraux. Effectivement, il faut rappeler que le plateau des Glières avait été le théâtre d'un des plus hauts faits d'armes de la résistance. Et André Malraux donc avait inauguré ce monument national, c'était en 73, par un discours qui est vraiment resté célèbre. Passant va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. Comme tous nos volontaires depuis Birakem jusqu'à Colmar, comme tous les combattants de la France en armes et de la France en rayon, nos camarades vous parlent par leur première défaite comme par leur première victoire, parce qu'ils ont été vos témoins. Témoin, magnifique, magnifique Malraux quand même. C'est vrai qu'on se demande qui a aujourd'hui cette espèce de fougue et de majesté dans ce discours. Oui, alors revenons à la vente, effectivement. Donc l'ensemble de la collection, effectivement, témoigne des passions de Malraux, mais aussi des liens d'amitié qu'il entretenait avec de nombreux artistes du siècle dernier. Quels sont ceux qui sont représentés dans cette vente ? Eh bien, on l'a un peu évoqué, Georges Braque, qui a été un des artistes majeurs du XXe siècle, mais surtout un de ses amis, quelqu'un avec qui il partageait énormément de choses. Et nous avons 2 œuvres de Braque dans la vente, très émouvantes, parce qu'on a retrouvé également tout l'historique de ces œuvres-là. Et oui, il faut préciser qu'avec Braque, il avait une relation particulière, une amitié très forte, je crois. Avec Braque, c'était vraiment une amitié et qui va se retrouver même au-delà de la mort de Braque, puisque c'est lui qui prononcera son oraison funèbre. Et il avait tissé des liens très forts avec tous ces artistes, également Miro. On a un très joli dessin de Miro également une très belle estampe de Zhao Wuqi, cet artiste chinois qui travaillait ici en France et qui fait aujourd'hui des prix colossaux en vente publique. Et ce sont tous ces artistes-là que nous avons dans cette vente et qui tissent cette amitié avec Malraux. Ah oui, et cette vente aussi, va permettre surtout de découvrir une part très intime, je dirais, de la personnalité de Malraux. C'est son âme d'artiste en quelque sorte. Il rêvait enfant, je crois même, d'être peintre, Malraux. Ouais. Alors, oui, le Malraux et les chats. Le Malraux et les chats, et ces fameux diables, c'est l'intitulé de ses dessins. C'est-à-dire qu'il faisait plutôt des espèces de petits croquis. Dans ses envois, il dessinait, il avait une passion pour les chats. Ouais. Il était entouré d'ailleurs de toujours 2 ou 3 chats. Il dessinait ces chats stylisés, c'est très beau d'ailleurs. Et dans ses envois, notamment pour Sophie de Villemorin, puisqu'on en a quelques-uns, donc sa dernière compagne, on a ce petit chat qui figure en en-tête. Et quand il aimait bien ou quand il voulait faire passer un message, il dessinait comme ça, il gribouillait quelque chose et il le donnait, il les offrait. Il offrait à tous ses amis. Voilà. Et on a même, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert grâce à cette vente, on a 3 caricatures de Picasso. Faites par Malraux. Faites par Malraux. Incroyable. Donc, je dirais que la boucle est bouclée, là. Vous avez 3 dessins. Alors, il faut savoir que c'est Picasso, mais donc c'est Sophie de Villemorin qui l'avait encadré et il l'avait également dans son bureau. Et alors, ces caricatures, elles sont estimées à combien, approximativement ? Alors, les prix sont assez c'est des prix attractifs. Ils sont autour de 2 000 à 3 000 € pour ces 3 dessins encadré de Picasso. Mais ce qui est formidable et ce qui fait plaisir, c'est que cette vente, comme d'autres manifestations, c'est vraiment rappeler qui est Malraux, ce Malraux vivant. Et c'est lui qui a eu cette phrase merveilleuse, il dit, vous savez, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et il faut s'en rappeler, joli. Ça c'est très très important. Il y a combien de pièces en tout ? On en a à peu près 80 pièces. Ouais. Et moi, j'ai un souvenir personnel, je peux vous dire, et le plus beau, c'est moins, disons, mes entretiens, c'était formidable, mais un jour, j'avais écrit avec des amis, en 75, un an avant sa mort, j'ai écrit tout le livre des possibilités, qui est un livre sur les mutations. Et je dois dire qu'on l'a envoyé à beaucoup de gens, dont Malraux, mais bon, c'est tout, je me disais. Et on l'a reçu un mot de Malraux,
nous félicitant. Et je peux vous dire que j'étais scié, parce que jamais j'aurais pensé, on l'a envoyé comme ça, comme on a envoyé à beaucoup de gens, c'est-à-dire, si vous voulez. Et lui, il a répondu, c'est-à-dire que même un an avant sa mort, c'était les mutations, le 21e siècle, etc. Et il était très sensible à ce qui allait se passer. Rappelez-vous qu'il a parlé d'Internet au moment de Chaban-Delmas. Il était quand même extrêmement visionnaire aussi, il ne faut pas l'oublier, ça, ce côté de Malraux, sur la modernité. Il n'y avait pas Internet, mais il parlait déjà de l'audiovisuel et des transferts. Il était très visionnaire, Malraux, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il reste 2 minutes. Eh bien, bon, tu as coupé, là. Attends, non, mais tu avais une autre question, là? Attends. Il reste combien, Lucie? Oui, parce que le problème... Lucie, parce que là, elle n'avait pas mis le compteur, ouais, du coup on était perdus. Hein. Donc si tu ne mets pas le compteur, moi je ne sais pas où on est. Ouais. Oui, d'accord, mais il faut que tu le mettes dès le départ. Tu l'avais pas mis. Alors attends, on va recommencer, c'est pas grave. On va reprendre. Mais il faut que tu le mettes vraiment dès le départ. Là, on n'avait pas le compteur. Donc, je sais pas où je suis, moi, tu vois, on ne sait pas où on est. C'est un peu... Bon, attends, on va reprendre. Non, alors attends, on va reprendre sur les œuvres. Tu vas reprendre. Attends, après le discours des Glières, hein. On reprend. Alors, Lucille, reprends après ce qu'on a dit sur le plateau de Glières, etc. Tu vois. Et là, il faut que tu dises ceci. Par rapport il y a le bureau personnel, hein, je crois qu'il y a dans la vente, on en a parlé, ça y est, en tout début d'émission. Non, on en a parlé. Non, le bureau, on en a parlé. Mais oui. Mais non. Mais bien sûr. Même j'ai même demandé quel bouquin a été écrit. C'était les têtes obsédiennes. On a parlé en tout début du module. On peut parler du bureau. Comment il était ce bureau de Malraux? Alors revenons. Reparlons du. Et voilà. Alors je vous relance sur le bureau. Tu relances sur le bureau, tu vois. Et sur quoi après qu'on fasse que? Dites-nous. Sur quoi on peut vous relancer dans ce cas comme on a 2,50. Mais moi je peux. Vas-y, dites-moi. Donc je relance sur le bureau et le style. Alors tu vas repasser, Lucille. Tu arrives après ma réaction sur le plateau des Glières, tu sais, passant, etc. Non, mais elle reprend où on a coupé, là. Quand je t'ai dit 2 minutes, on reprend là où on était. D'accord. Je vais dire, reparlons. Et tu enlèves les 2 minutes, bien sûr. Donc reprends le bureau. Reparlons du... Parce que moi, j'ai des trucs à dire là-dessus. Reparlons du bureau. Ouais. Ok. Et les chats, on a parlé des chats déjà. Oui, on a parlé des chats. Oui, non, je sais, mais je veux dire... oui, d'accord, on reprend là où on a lâché. Quelques représentations de chats aussi dans les objets. Hein, d'accord, on va le faire. Non, parce que là... On peut aussi parler de ça. Hein. Des quelques représentations de chats. Okay. Non, mais ça, on a parlé des chats. Alors, reprenons. Allez, allons-y. On y va. Alors tout à l'heure, Stéphane, vous nous parliez effectivement du bureau de Malraux qui est donc qui sera mis aux enchères donc chez Arcurial le 19 juin. Parlez-nous du style de ce bureau. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Alors c'est un bureau dit espagnol du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il est un peu massif, hein, mais ce qui est émouvant, c'est de savoir qu'il a écrit ses derniers ouvrages sur ce bureau, qui est assez imposant. Il passait énormément de temps à ce bureau, puisque c'était donc quelqu'un qui travaillait énormément, qui rédigeait, c'était un homme d'écrit, hein, l'écrivain, évidemment. Il répondait, il faut imaginer qu'il répondait à ses courriers. Il avait toujours des projets, même jusqu'à la fin de sa vie, il était toujours sur certains écrits. Donc on a ce bureau qui est quand même, je dirais... émouvant pour nous de l'avoir dans cette exposition. Et puis la personne qui va l'acquérir se dira là, je suis en train d'écrire, où Malraux écrivait, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si ça va lui donner de l'inspiration, mais on verra bien. J'ai lu dans le catalogue de la vente qu'il était estimé entre 4 000 et 6 000 euros. Voilà, alors c'est une estimation, hein, vous le savez. Après, le commissaire-priseur que je suis va faire en sorte que les estimations soient dépassées. Donc peut-être que l'acquéreur aura un peu plus à débourser, mais en tout cas, l'estimation, effectivement, reste et demeure assez attractive pour un... Et quelque chose qu'il faut souligner, qu'on n'a pas eu le... Non, mais on pourrait parler de Malraux pendant des heures et des heures. C'est quand même sa capacité extraordinaire et vraie d'enjoliver le réel et de faire que le réel plus vrai que le réel. Je pense à 2 exemples. C'est quand il a écrit Les chaînes qu'on abat après la mort de De Gaulle, et il raconte son dernier entretien avec De Gaulle à Colombey, les 2 églises, et ça devient un entretien absolument planétaire entre 2 géants. En fait,
il y a des gens qui ont assisté, ça s'est pas passé comme ça. C'était Oui, 30 Stéphane minutes. Aubert. Le général Voilà. de Gaulle lui avait accordé 30 minutes. C'est ce qu'on avait dit. Hein. C'est ce que l'aide de camp avait dit. Absolument. Et il en a fait 200 Et pages. c'est un roman. 800. C'est un roman. C'est Comme il a fait incroyable. avec Mao Tse-tung, comme il a fait avec le reste, c'était ça Malraux. Donc les objets de Malraux, c'est aussi Malraux. Les acquisitions de Malraux, c'est aussi Malraux. Et oui, merci Stéphane Aubert d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle donc que la vente aux enchères de la collection intime et inédite d'André Malraux aura lieu donc le 19 juin à 19h chez Arcurial à Paris et que le catalogue de cette vente est disponible en ligne sur arcurial.com. André Berkoff, on vous retrouve donc lundi sur Sud Radio de 12h à 13h et vous serez donc comme tous les jours dans tous vos états. D'ici là, vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur sudradio.fr. Sinon, la regarder sur Facebook Live ou YouTube. Tout de suite, c'est Jacques Pessis pour Les Clés d'une vie. Aujourd'hui, il reçoit Tina Kiefer, l'ancienne directrice de la rédaction de Marie-Claire, qui vient de publier chez Robert Laffont Une déflagration d'amour.